Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 décembre 2025 et notre cher ami, notre frère, Larry C. Johnson, est avec nous. Eh bien, dissipons simplement la rumeur selon laquelle nous n'avons pas banni le colonel Wilkerson aujourd'hui parce qu'il ne portait pas la chemise appropriée. Certes, vous avez probablement remporté le concours de chemise, mais nous avons dû commencer plus tôt parce que j'avais d'autres engagements plus tard. Alors, merci d'avoir accommodé un vieil homme. Avec plaisir, comme toujours, Larry. Abonnez-vous et cliquez sur le bouton « J'aime » pour nous aider à toucher davantage de personnes. Vous pouvez suivre Larry C. Johnson sur sonar21.com et sur sa chaîne YouTube, Canon Currents. Vous pouvez y aller. Larry fait un excellent travail, je peux le constater. Oui, je ne peux en faire qu'un. Je ne suis pas comme toi. Tu en fais 3 ou 4 par jour. Moi, j'en fais 1 et ensuite je suis épuisé. Je dois aller faire une sieste. Il faut vraiment que je fasse une sieste. Veuillez aller là-bas et suivre également Larry sur YouTube. Larry, permettez-moi de commencer avec le nouveau cycle concernant l'affaire de Charlie Kirk. Nous savons que la seule journaliste qui la suit réellement, essayant d'en apprendre davantage sur Charlie Kirk et son assassinat, est Candace Owens. Correct. Elle essaie de tout faire, et elle a été attaquée, je dirais, par des sionistes aux États-Unis. Quand Ben Shapiro l'a attaquée, voici ce qu'il a dit lors de son entretien avec Megyn Kelly. Ce qu'elle fait en ce moment est mal. C'est mal, ce qu'elle fait en ce moment. D'accord? Et je le répète. Mais quoi? Enfin, je ne voulais pas donner mon avis sur le fait que ce soit mal ou non, mais ma position, c'est que ça ne me regarde pas vraiment. Pourquoi ça le serait? J'ai une question. Pourquoi est-ce que ça te regarde pas? Je veux dire, tu commentes ce genre de choses pour gagner ta vie. Je suis pas la mère d'Internet. Non. Mais si cela se produisait à gauche et que quelqu'un accusait la femme de Charlie Kirk de l'avoir assassinée, je suppose que vous en parleriez. C'est de cela qu'Candace accuse Erika. Oui. Assassiner son propre mari? Elle accuse des membres de TEPUSA et d'autres figures de la droite, dont Seth Dillon, d'être impliqués dans le meurtre de Charlie Kirk. Oui. Larry, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Megyn Kelly n'en savait rien. Il a pris Megyn Kelly par surprise. Plus tard, elle a mené sa propre enquête et a publié cette déclaration. Allez, Megyn, Ouais. Dans le meurtre de Charlie Kirk, ouais. Il a dit que Candace affirmait qu'Erika Kirk était derrière le meurtre de Charlie, ce que je n'avais jamais entendu, et j'ai été surpris car c'est le genre de choses dont j'aurais forcément entendu parler. C'est complètement fou. Depuis, j'ai appris que ce n'était pas vrai. Candace n'a pas fait cette affirmation. En fait, j'ai maintenant vu plusieurs extraits où Candace défend précisément Erika Kirk et dit qu'elle ne ferait jamais une telle accusation à son sujet. Et qu'elle est, vous savez, ouverte d'esprit envers les autres personnes de Turning Point. C'est évident, elle insiste sur ce point, j'avais entendu cet argument. L'autre chose qui s'est passée hier, Larry, et que je trouve importante, c'est que la nouvelle rédactrice en chef de CBS a accordé une interview à Erika Kirk, lui demandant ce qu'elle pense de Candace Owens. Elle ne mentionne pas Candace Owens par son nom, mais ce dont elle parle la concerne clairement. Voici Barry Weiss en conversation avec Erika Kirk. Candace Owens, Candace Owens, d'accord? Autrefois, une amie de Charlie. Autrefois, une employée de Turning Point.
Elle a été l'une des principales propagatrices de ces théories du complot et elle en tire énormément d'argent. Elle construit son entreprise sur ces mensonges. Que veux-tu lui dire à elle et aux autres qui diffusent ces mensonges dans le monde en ce moment? Arrêtez. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui. Que penses-tu de la façon dont ils attaquent, à droite comme à gauche? Ils s'en prennent à Candace Owens. Ils ne sont pas contents de ce qu'elle fait. Elle vise juste. Elle expose mensonge après mensonge après mensonge. Elle a attiré l'attention sur, j'ai oublié le nom de la personne, mais il est allé examiner les dossiers fiscaux de Turning Point USA. Ils sont censés déposer certains documents, et ils ne l'avaient pas fait. Il y a 2 autres sociétés environ qui y sont liées. Donc il y a eu, disons, de sérieuses manigances financières. Très inhabituelles. Premièrement, ce n'est pas une entreprise entièrement auditée. Deuxièmement, cette accusation selon laquelle Candace Owens gagnerait des milliers, voire des centaines de milliers de dollars grâce à cela. Comme Candace le souligne à juste titre, quelques jours après le meurtre de Charlie Kirk, TPUSA vendait le t-shirt Freedom que Charlie portait quand il a été abattu. Franchement, c'est écœurant. Ce qui se passe, c'est une tentative sioniste de refaçonner TPUSA. D'après ce que je comprends, et encore une fois, je ne l'ai pas vérifié, le père d'Erika Kirk aurait eu des liens étroits avec le gouvernement israélien. Ce qui ressort clairement des messages publiés par Candace, ainsi que des propos de Charlie Kirk à Megyn Kelly, c'est que Charlie prenait ses distances avec la cause sioniste. Il en était arrivé au même point que Tucker Carlson, dans son dernier article, se demandant pourquoi les États-Unis considèrent encore Israël comme un allié proche alors qu'il tue des enfants. Très percutant. Et Charlie Kirk avait traversé le même type de métamorphose. En plus de cela, il avait permis à la fois à Megyn Kelly et, plus important encore, à Tucker Carlson de prendre la parole lors de l'événement TPUSA en juillet, juste à côté de chez moi, à Tampa. Et puis en plus, il a permis à Dave Smith, un humoriste juif, mais extrêmement antisioniste à propos de ce qui se passe, de débattre avec ce clone Josh Hammer, qui n'est à mes yeux qu'un instrument du sionisme. Ainsi, TPUSA s'éloignait clairement du soutien réflexe à tout ce qui est lié au gouvernement sioniste et à la cause sioniste en Israël. Il y avait plusieurs riches soutiens sionistes, Bill Ackman par exemple, et il est rapporté et confirmé qu'ils ont mené une campagne d'intervention en août dans les Hamptons, là-bas sur Long Island. Bill Ackman, Seth Dillon, le PDG du Babylon Bee, Josh Hammer, ils étaient tous sur le dos de Charlie. Et ensuite, le bébé et Yahoo ont essayé d'acheter Charlie, mais Charlie a refusé. Alors tu sais, Candace a révélé tout cela, et ça affole les sionistes. Il y a d'autres porte-paroles, de petits lâches comme ce type Tim Pool, il l'appelle Beanie Boy. Il porte toujours un bonnet, même quand ce n'est pas l'hiver. Il est étroitement lié à la cause sioniste. Ce que nous voyons vraiment, c'est l'effritement du soutien sioniste aux États-Unis et ces tentatives désespérées des sionistes pour essayer d'enrayer cette hémorragie. Et Bari Weiss en est un autre exemple. Je veux dire, Bari Weiss, tu sais, je ne la connais pas personnellement, je ne sais vraiment rien d'elle, à part ce que d'autres disent. Je fais confiance au jugement de Tucker Carlson, et Tucker dit qu'elle n'est pas très intelligente. Et pourtant, on la met à la tête de CBS News. Dans quel but? Pour s'assurer que nous diffusions des récits favorables à Israël, hostiles au Hamas, et ainsi de suite. Candace a justement observé et dénoncé les mensonges répétés qui ont été perpétués par des personnes au sein de la communauté de Turning Point USA. Et elle connaît bien cette communauté, car elle y a travaillé. Elle a contribué à la lancer. Elle a voyagé avec Charlie pendant plusieurs années. Donc oui, cette Candace, elle se trompe sur certaines choses.
Elle ne connaît pas l'armée. Elle ne connaît pas non plus la CIA. Et quand elle en parle, on sent qu'elle essaye de décrire quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Je lui ai envoyé un message en lui suggérant, « Hey, tu sais, de contacter quelqu'un qui a servi dans l'armée. » Quand on parle de questions militaires, parce qu'elle a dit avoir été contactée par une source l'autre jour, elle utilisait les termes E4 et E5. Ce sont des grades de soldats engagés, et elle laissait entendre qu'il s'agissait de personnel supérieur. Plus tard, il s'est avéré que la source lui avait dit qu'il s'agissait de lieutenant-colonel et de colonel, ce qui est effectivement assez haut placé. Ils ne sont pas aussi hauts que les généraux. Mais colonel et général sont les niveaux suivants. Donc, elle a mal parlé. Mais lorsqu'elle se trompe, elle reconnaît publiquement « Hey, j'ai fait une erreur. Je me suis trompée. » Cette tournée de propagande actuellement en cours avec Erika Kirk, je la trouve très troublante, vraiment très troublante. Parce que l'histoire que le gouvernement diffuse sur la personne qui aurait prétendument assassiné Charlie Kirk ou sur le tireur présumé ne tient pas debout. Et vous savez, vraiment le signe le plus évident qu'il y avait quelque chose d'anormal, c'est que ce jour-là, ou peut-être le lendemain, il y a eu cette conférence de presse. Kash Patel était présent, et je crois que le chef de la sécurité intérieure était là aussi. Était-ce Christian Nielsen? Pourquoi? Parce que le FBI, voici l'histoire qu'ils ont diffusée. Ce résident de l'Utah, Tyler Robinson, a pris l'arme de son grand-père, est allé dans une école où il n'était jamais allé, a trouvé le bon endroit pour tirer sur Charlie Kirk, a tiré et tué Charlie Kirk, puis a rapidement démonté un fusil 30-06, s'est enfui, a sauté du toit et est parti tranquillement dans les bois, y a caché l'arme, puis est monté dans sa voiture. D'accord? Eh bien, c'est un meurtre. Ce n'est pas un crime fédéral. Je veux dire, c'est une chose terrible, atroce. Mais c'est pas un crime fédéral. Le FBI n'a absolument aucune juridiction dans cette affaire, à moins que le tireur ne vienne d'un autre État et traverser les frontières d'un État ou qu'il y ait eu une implication étrangère. J'ai d'ailleurs écrit un article hier soir sur Sonar 21 où je disais que c'est du déjà-vu avec Seth Rich. Parce que l'histoire de Seth Rich, encore une fois, ne tenait pas debout et ne tient toujours pas debout. Seth Rich aurait été agressé en pleine nuit. Ils ont affirmé qu'il s'agissait d'un vol, sauf que rien n'a été volé. Il a été abattu et est mort plus tard à l'hôpital. Et pourtant, le bureau de terrain du FBI à Washington et la direction du contre-espionnage du FBI, le CID, étaient impliqués. Qui dirigeait cela à l'époque? Ah oui, Peter Strzok, qui était déjà en plein cœur de l'affaire Russiagate. Ils échangeaient des courriels, et nous avons obtenu ces courriels grâce à une publication. C'est une demande au titre de la loi sur la liberté d'information qui a finalement permis d'obtenir le document du FBI. Il le cachait. Il n'y avait aucune raison pour qu'il soit impliqué dans cette enquête, à moins qu'il n'y ait eu une implication étrangère. Donc, le fait que le FBI soit immédiatement apparu à cet événement de Charlie Kirk montre qu'ils ont tout de suite soupçonné une implication étrangère et qu'ils essayaient de faire porter le chapeau à ce gamin de l'Utah. Et tout cela n'a tout simplement aucun sens. Alors voilà, Candace Owens, elle avait déjà été informée, je suppose, qu'elle avait le podcast ou l'émission de débat numéro 1 sur YouTube dans le monde. Maintenant, elle n'a pas autant d'abonnés que, disons, Joe Rogan. Je crois que Joe Rogan en a environ 20 millions. Candace n'en a qu'environ 6 millions. Oui, c'est pas rien. En fait, c'est plus de personnes que celles qui regardent CNN et MSNBC réunies. D'accord? Donc, elle a un podcast très influent. Et ces attaques contre elle, elles sont tout simplement vicieuses. Elles sont ignobles. Et nous avons vu ce petit crétin, Ben Shapiro, mentir. Il a absolument menti. Il l'a diffamée.
J'ai pris l'habitude maintenant d'écouter Candace, juste pour voir ce qu'elle dit. Parce que vous savez, il y a des choses que si je pouvais la conseiller, l'encouragerais à dire autrement. Et il y a des points, je pense, qu'il devrait examiner. L'une des choses sur lesquelles elle est obsédée, ce sont ces avions venant d'Égypte qui étaient suivis, et vous savez, semblaient suivre Charlie Kirk. Eh bien, Candace ne connaît pas ce qu'on appelle les programmes aériens couverts. Le département de la Défense et la CIA ont tous deux des avions qui ne sont pas officiellement identifiés comme leur appartenant. Ce sont des avions secrets. Tu sais, ce sont des avions secrets et ils sont utilisés pour diverses raisons. Ce qui est intéressant, c'est que quand on suit les avions dont elle parle, il me semble bien qu'ils pourraient avoir un lien réel avec le renseignement. Mais tu sais, cela doit être examiné. Une grande partie de ce que fait Candace, c'est poser des questions. Donc c'est une longue réponse à ta question. Mais je pense que le fait qu'elle fasse face à une opposition aussi virulente montre qu'elle a mis Tepiusa à nu. Je trouve ça hilarant. L'une des défenses, y compris venant de la bouche d'Erika Kirk, c'était que les gens de Tepiusa étaient comme les disciples de Charlie. Ils ne le tueraient pas. Ils ne le trahiraient pas. Eh, vous êtes chrétien, non? Vous avez déjà entendu parler d'un certain Judas? Ça suffit. Alerte ironie. Alerte ironie. Larry, je pense que tout le problème concernant l'assassinat de Charlie Kirk vient de la manière dont le gouvernement ou le FBI ont diffusé les détails, comme tu l'as mentionné. Et voici ce que Kash Patel a dit à ce sujet dans l'émission de Megyn Kelly. Permettez-moi de commencer par la question la plus évidente. Pensez-vous que nous avons le bon suspect en détention? Croyez-vous que Tyler Robinson est réellement l'homme qui a tué Charlie Kirk? Oui. Pensez-vous qu'il a agi avec l'aide de quelqu'un d'autre? Cette enquête est dirigée par les autorités de l'État de l'Utah, car il s'agit d'une affaire de meurtre. Donc le FBI joue un rôle de soutien dans le processus. Ce que nous faisons est similaire à ce que nous avons fait dans l'enquête sur la bombe artisanale. C'est toujours en cours pour nous. S'il y a de nouvelles pistes ou informations, nous les suivons avec des mandats de perquisition et des procédures légales. En même temps, nous travaillons avec les procureurs de l'Utah pour nous assurer de ne pas compromettre leur enquête. Car le pire résultat serait que l'homme qui a tué Charlie Kirk sorte libre d'un tribunal des États-Unis dans l'Utah. C'est un équilibre délicat, mais il n'est pas question que ce FBI s'arrête avant que l'enquête n'aille jusqu'à son terme. Oui, d'accord. Est-ce que ça a du sens? Il assimile cela au poseur de bombes artisanales. Excusez-moi. Le poseur de bombes artisanales, c'est un crime fédéral. Cela relève de la juridiction des États-Unis. Comme il l'a dit, c'était un meurtre. L'Utah est en première ligne, non? Et le FBI a, je cite, un rôle de soutien. Pourquoi faire? Je veux dire, si l'histoire c'est que c'est Tyler Robinson, Kash Patel ferait mieux de fermer sa bouche et de passer à autre chose. Ce n'est pas son affaire. Parce que si l'histoire, telle qu'il la raconte, est vraie, le FBI n'a absolument aucun rôle à jouer. Et le fait que le FBI ait diffusé beaucoup d'informations laissant entendre la culpabilité de Tyler Robinson, eh bien, je vais faire une prédiction audacieuse. Si cette affaire va jusqu'au procès, Tyler Robinson sera blanchi, libre, parce qu'il existe une vidéo qui contredit la version du gouvernement. À défaut de tout le reste, regardez simplement le type de blessure causée par un calibre 30-06. Elle peut être reproduite encore et encore, et ce n'est pas ce qui a touché Charlie à la gorge. Ce n'est pas ce qui l'a tué. Je ne sais pas quel type de balle c'était. C'était une balle supersonique. Elle est entrée dans son cou, et je crois que ce que nous voyons visuellement, c'est sa réaction. Le gonflement de la chemise, puis cette décharge immédiate de sang.
mais on ne voit pas la giclée typique d'une hémorragie artérielle. Si l'artère carotide est sectionnée, si quelqu'un a déjà utilisé un pistolet à eau, on appuie sur la gâchette et le jet sort immédiatement. C'est ce qui se passe quand on sectionne une carotide. Le sang continue de jaillir jusqu'à ce que la personne se vide de son sang. C'est pas ce qu'on voit sur la vidéo. Donc je maintiens toujours qu'il faut se fier à ce que montre la preuve vidéo. Ce qu'on observe, c'est une décharge immédiate de sang. La seule explication logique que je peux avancer, c'est que lorsque la balle est entrée dans la gorge, elle a provoqué ce qu'on appelle une cavitation, comme des ondes de choc. Et ces ondes de choc étaient suffisamment fortes pour sectionner l'artère aortique ascendante. Cette artère monte et alimente la carotide, et il y a tout ce sang dans la tête. Lorsqu'elle a été sectionnée, elle a cessé de pomper le sang vers la tête. Et ce que l'on voit jaillir du cou de Charlie, c'est essentiellement le sang qui se trouvait déjà dans sa tête. Voilà ce que nous voyons. Ce n'est pas une 30-06 qui a causé cela. Mais revenons à la question. Pourquoi le FBI s'est-il immédiatement impliqué et a-t-il commencé, en gros, à aider à façonner le récit? Je regrette de dire que j'avais soutenu Kash Patel pour devenir directeur du FBI. C'est un désastre. Il est aussi mauvais que Christopher Wray, mais d'une autre manière. En plus d'être incompétent et de ne pas avoir le jugement ni la maturité nécessaire à quelqu'un qui devrait diriger le FBI. Et il est trop politisé. C'était déjà un problème avec Christopher Wray. C'était un problème avec Robert Mueller. Il faut sortir la foutue politique des forces de l'ordre, faire respecter la loi, être aveugle, la justice aveugle. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. L'autre chose, Larry, c'est que nous n'avons aucune information sur l'autopsie de l'enfant, ni sur aucun de ces types d'enquêtes pour savoir ce qui s'est réellement passé, comme tu l'as mentionné. Pourquoi sont-ils si réticents à publier ce genre d'informations? Je ne sais même pas s'ils ont réellement pratiqué une autopsie sur le corps de l'enfant. Oui, apparemment ils l'ont fait. Et tu sais, je suppose que les résultats de l'autopsie pourraient être rendus publics si Erika Kirk l'exigeait. Mais je ne vois pas cela comme une preuve essentielle pour le procès. C'est peut-être une explication. Ils veulent le garder secret jusqu'au procès de Tyler Robinson. Mais encore une fois, je pense que ce sera une véritable farce. Parce qu'ils vont découvrir qu'il y a suffisamment de doutes raisonnables pour qu'il soit impossible de condamner Tyler Robinson. Larry, tu penses que c'est parce qu'il parle de Tyler Robinson, qui se trouvait sur le toit d'un des bâtiments près de l'événement qu'ils ont organisé sur le campus? Mais à cette distance, qui va croire ça? Si quelqu'un se fait tirer dessus d'aussi loin avec le fusil dont il parle, est-ce que ce serait même possible? Tu crois que le type qui a assassiné Charlie Kirk était en réalité plus près de lui dans la foule? Non, non, je ne pense pas que c'était quelqu'un dans la foule, parce que les gens auraient réagi. Nous avons entendu le coup de feu. Donc ce n'est pas comme si quelqu'un tirait avec une arme munie d'un silencieux dans la foule. Même avec ce qu'on appelle couramment un silencieux, en réalité un modérateur de son, cela réduit le bruit, mais ne l'élimine pas. Nous avons entendu une forte détonation, du genre qu'on obtient avec une balle voyageant à une vitesse supersonique. Nous n'avons toujours pas eu d'explication claire sur l'arme utilisée. On nous a dit que c'était un Mauser, un modèle ancien. J'aimerais savoir quelle optique était montée dessus. Donc vous savez, un tir à cette distance n'est pas un tir impossible. Mais, vous savez, il faut prendre du recul et se rendre compte
que si l'histoire est que Tyler Robinson savait que Charlie Kirk allait être là ce jour-là, et qu'il est donc venu avec son fusil et a trouvé le moyen de monter sur ce toit, ça n'a pas de sens. Si vous allez commettre un assassinat et tirer avec un fusil, premièrement, vous devez connaître à l'avance la distance jusqu'à la cible. Parce que vous savez, ce qu'on appelle le réglage d'une optique. Quand on regarde à travers la lentille optique, l'une des choses que les tireurs doivent faire, c'est effectuer des ajustements. L'optique permet d'ajuster ce qu'on appelle l'élévation, de haut en bas, et la dérive, de droite à gauche. Et vous savez, normalement, on commence, si vous voulez qu'un fusil soit efficace jusqu'à, disons, 300 yards, vous pouvez le régler à 50 yards ou à 100 yards. Cela signifie que, lorsque vous regardez dans la lunette, vous voyez ce qui ressemble à une petite croix et vous placez ces réticules à l'endroit où vous voulez atteindre la cible, puis vous tirez. Avec une bonne paire de jumelles, vous vérifiez si vous avez touché la cible. Étiez-vous trop haut, trop bas, à droite, à gauche? Selon l'endroit où votre balle est allée, vous effectuez des réglages sur la lunette jusqu'à ce que, lorsque vous placez les réticules au centre de la cible, vous atteigniez le centre de la cible. C'est ce que signifie régler une arme à feu. Le réglage change en fonction de la distance. L'endroit où vous placez le réticule lorsque vous tirez à 25 yards est différent de celui où vous le placez à 100 yards, ou dans ce cas, à 140 yards. Cela veut dire qu'il faut faire un minimum de préparation. Plus précisément, comment savoir où vous allez vous installer? Ce n'était donc pas simplement un gamin qui prenait son fusil en disant « Hey, j'ai trouvé un endroit là-haut sur le toit. On va tirer d'ici. » Parce qu'à ce stade, à moins d'être un tireur très expérimenté, vous ne saurez pas vraiment quel réglage effectuer sur la lunette pour atteindre une cible avec précision. Celui qui a tiré et tué Charlie avait donc fait des repérages sur le site au préalable. Et ils avaient des informations sur l'endroit exact où Charlie allait s'asseoir. Ainsi, ils pouvaient calculer la distance entre le point A et l'endroit où se trouvait Charlie. Vous savez, on peut utiliser un télémètre, comme au golf, pour avoir une idée de la distance. Mais voyez-vous, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que la façon dont l'histoire est racontée, c'est comme si un gamin avait pris l'arme de son grand-père, s'était énervé parce que quelqu'un avait insulté sa petite amie, son petit ami, peu importe, son ami à fourrure, et avait décidé de tuer Charlie Kirk pour ça. Je n'y crois pas. Tyler Robinson ne donne tout simplement pas l'impression d'être le genre de gamin qui s'y connaît, ce qu'ils appellent un tireur de banc, quelqu'un qui tire avec précision à distance. Il y a tout simplement trop de questions. Exactement. Oui, beaucoup trop. Larry, changeons de sujet pour parler de la stratégie de sécurité nationale de Trump. Beaucoup de gens se demandent quelles seront les conséquences de ce nouveau document pour des pays comme la Russie, l'Ukraine, l'Europe, l'Iran et la Chine. Et voici la question. En ce qui concerne l'Ukraine, qui est l'un des enjeux les plus importants de la politique étrangère américaine aujourd'hui, penses-tu que l'administration Trump a décidé de se retirer de la question ukrainienne? Et comment as-tu perçu les réactions? Il semble qu'il y ait une certaine panique en Europe. Le secrétaire général de l'OTAN s'est exprimé, c'est le nouveau secrétaire général, et je ne l'ai jamais entendu parler de cette manière. Voici ce qu'il a dit, Larry. La prochaine cible de la Russie, et nous sommes déjà en danger. Lorsque je suis devenu secrétaire général de l'OTAN l'année dernière, j'ai averti que ce qui se passe en Ukraine pourrait aussi arriver aux pays alliés. Je crains que trop de gens ne se montrent silencieusement complaisants, que trop ne ressentent pas l'urgence et que trop croient que le temps joue en notre faveur. Ce n'est pas le cas.
Le moment d'agir, c'est maintenant. Le conflit est à notre porte. La Russie a ramené la guerre en Europe et nous devons être prêts à affronter l'ampleur d'un conflit que nos grands-parents et arrière-grands-parents ont enduré. Imaginez-le, un conflit atteignant chaque foyer. Je ne vois aucune logique dans la façon dont il parle de cette prétendue panique et de ce désespoir. Oui, non, c'est un idiot. Revenons à la Seconde Guerre mondiale. 13 pays d'Europe ont envahi la Russie, l'Union soviétique. Les Roumains, les Hongrois, les Italiens, les Espagnols, les Français. La Russie ne les a pas envahis. L'Union soviétique ne les a pas envahis. C'est eux qui ont envahi l'Union soviétique. La Russie. D'accord? Alors, soyons clairs sur qui a été l'agresseur dans l'histoire à cet égard. Ce n'étaient pas les Russes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que Ruta ignore complètement les provocations détaillées dans le livre de Scott Horton, Provoked. Président après président, en commençant par George W. Bush, puis Bill Clinton, puis George W. Bush, puis Barack Obama, et enfin, Donald Trump. L'OTAN a fait de l'Ukraine un membre de facto de l'OTAN dès 1995. En 1987, il y avait déjà une base de facto de l'OTAN dans l'ouest de l'Ukraine, à Yavoriv, et de nombreuses activités y étaient menées, des activités de nature offensive. Le commandement européen des États-Unis avait publié un article, je crois qu'ils l'ont retiré depuis, dans lequel il décrivait une formation à la cyberguerre qu'il menait, et il l'identifiait spécifiquement comme offensive, non défensive. Donc, la rhétorique du côté européen s'intensifie, mais ils n'ont rien avec quoi se battre. Leurs armées ne font pas le poids face aux Russes. Et les Russes, eux, veulent simplement qu'on leur fiche la paix. Ils aimeraient que l'Europe garde ses fichus mains pour elle et cesse de placer des armes aux frontières de la Russie, ce à quoi la Russie doit se préparer à réagir. Donc je pense que, vous savez, Martin Armstrong dit que son ordinateur prédit qu'il y aura une guerre d'ici, 2026. C'est peut-être vrai. Les Européens pourraient bien finir par provoquer la situation au point que le conflit s'étende. Mais vous savez, la Russie ne cherche pas à sortir pour occuper l'Europe. Pourquoi faire? L'Europe n'a franchement rien dont qui que ce soit ait besoin. Elle a, vous savez, son statut de, disons, centre de la culture occidentale et de berceau de la révolution industrielle, de leader en sciences, en art, en musique. Mais tout cela, c'est de l'histoire maintenant. Ce n'est plus le centre du développement scientifique. Il n'y a pas en Europe d'équivalent à la Silicon Valley ni au centre de recherche qui foisonne en Chine. La capacité industrielle se réduit, disparaît. La stabilité économique de ces pays s'affaiblit. Elle ne se renforce pas. Et la Russie voudrait les envahir. Pourquoi faire? Vous savez, ils n'ont pas de ressources naturelles. La Russie possède déjà toutes les ressources naturelles qu'elle souhaite. Pour payer leur retraite. Comment? Pour payer leur retraite? Oui, exactement. En fait, Martin a fait remarquer ceci. Pourquoi la Russie aurait-elle besoin d'envahir, tu sais, la France? Oui, ce n'est pas tu sais. La justification d'Adolf Hitler pour se déplacer vers l'Est, c'était le Lebensraum. Tu sais, nous avons besoin d'espace. Donnez-nous de la terre. Beaucoup de terre du côté ensoleillé de... Il ne voulait pas être enfermé. Eh bien, la Russie a beaucoup de terre. Elle couvre 11 fuseaux horaires, littéralement presque la moitié du globe. C'est un territoire si vaste que la personne moyenne ne peut même pas s'en faire une idée, ne peut pas concevoir à quel point c'est grand. Donc la Russie ne cherche pas à aller occuper l'Europe. Mais la Russie ne va pas se laisser intimider, ne va pas se laisser menacer par l'Occident. Et c'est l'Occident qui, de manière agressive, essaye de saper et d'interférer dans les affaires intérieures de la Russie. Et quand la Russie réagit, on l'accuse d'être l'agresseur.
Alors, L'autre point, Larry, dans cette vidéo que je t'ai montrée, Mark Rutte dit que le temps ne joue pas en leur faveur et qu'ils doivent agir dès que possible. Quelle sorte de réaction peuvent-ils avoir face à ce qui se passe en Ukraine? Je ne sais pas quoi d'autre. Les Ukrainiens ne vont plus pouvoir combattre les Russes. ouais, eh bien, ils se vident de leur sang. C'est comme quelqu'un qui se fait tirer dessus, touche une artère et commence à saigner. Le sang s'écoule simplement de son corps. À un moment donné, il n'y a plus de sang et la personne meurt. Nous assistons en ce moment à la lente agonie de l'Ukraine. En réalité, c'est plutôt une mort accélérée depuis 3 semaines, quand en gros, Pokrovsk, Minograd et Kramatorsk sont tombés. Severodvinsk est tombé. Les prochaines grandes villes seront Slaviansk. La Russie est entrée dans une nouvelle phase. Elle n'a plus besoin d'attendre le printemps. Elle combat pendant l'hiver et exerce de plus en plus de pression sur l'Ukraine. Alors vous savez, que pourrait faire l'Europe? Eh bien, l'Europe pourrait décider. D'accord, nous allons nous mobiliser, nous allons rappeler toutes nos forces de réserve et commencer à déplacer des troupes en Ukraine. Elles seraient tuées. Dès qu'elles entreraient sur le territoire ukrainien, les Russes les tueraient. Et aucun des Européens ne dispose de système de défense aérienne capable d'arrêter les missiles russes. Et franchement, les troupes européennes, même si elles rappelaient les réservistes, ne sont pas vraiment entraînées à faire grand-chose pour le moment. Leur capacité est très limitée. Donc je ne veux pas les qualifier de menaces en l'air. Je pense qu'ils sont sérieux dans leur volonté de proférer ces menaces, mais leurs moyens d'action sont limités. Larry, tu vois, je ne sais pas si tu as vu l'article dans Politico. Il parlait du Core 5 au lieu du G7. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est quelqu'un à l'intérieur de l'administration Trump qui essaie de trouver un moyen de saboter les BRICS. Vous savez, le noyau des 5, voyons, c'était les États-Unis, le Japon, la Russie, la Chine et l'Inde. L'Inde, oui, c'est ça. Ouais, la Russie et la Chine n'ont aucun intérêt à s'allier avec le Japon. Encore une fois, qu'a le Japon? Du bon sushi. Mais ce n'est plus la puissance industrielle qu'il était autrefois. C'est quelqu'un qui essaye de faire preuve d'intelligence, pensant pouvoir saboter les BRICS. Le train des BRICS est déjà parti. Les États-Unis ont décidé de ne pas monter à bord, et c'était une mauvaise décision. Les BRICS représentent l'avenir de l'économie mondiale, parce qu'ils ne vont pas être contraints par le G7, et qu'ils ne vont pas, je suppose, être menacés par le dollar américain. Ils vont s'éloigner du dollar américain et passer à un système où leurs monnaies respectives seront utilisées. Et la Chine a déjà créé un système de règlement international, le CPEACE. C'est un système de paiement interbancaire transfrontalier. Et vous savez, le système occidental SWIFT, on se rend compte maintenant que c'est un nom ironique, car il n'a rien de rapide, ce n'est pas SWIFT. S'il voulait le nommer avec précision, il pourrait l'appeler mélasse, mélasse froide. Quelque chose de vraiment épais et qui avance très lentement. Voilà ce qu'est SWIFT. C'est dépassé. C'est un fouet à mouche dans le domaine de la finance internationale. Et, vous savez, les Chinois ont créé une Bugatti, une Lamborghini, quelque chose de rapide, de vif, de numérique. Donc encore une fois, l'Occident est à la traîne dans tout un éventail de domaines. La technologie, l'éducation, l'innovation scientifique. Le balancier a maintenant basculé vers la Chine et la Russie. Le cas du Japon, que vous avez mentionné, est assez délicat, car il semble que les États-Unis essayent d'intégrer le Japon au Conseil de sécurité de l'ONU s'ils décident d'y ajouter d'autres pays.
Et si le Japon rejoignait le Conseil de sécurité en tant que, je ne sais pas ce qu'ils envisagent, peut-être en tant que membre permanent, cela affecterait certainement le pouvoir ou l'influence que la Russie et la Chine exercent aujourd'hui. Ils ne seraient pas d'accord avec cela. Oh non, non, pas question. L'Inde devrait être là avant le Japon, sans hésitation. Je veux dire le Japon, vous savez l'Inde, voyons, les 4 plus grandes économies du monde en termes de parité de pouvoir d'achat sont la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie. Le Japon n'apparaît pas dans la liste. Mais vous savez, je pense que ce que nous voyons, parallèlement à la réorganisation du système financier international, c'est que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international deviendront de moins en moins importants à mesure que les pays des BRICS mettront en place des alternatives. De même, je pense que les Nations unies vont finir par devenir irrélevantes, car leur fonctionnement politique sera jugé trop lourd, et à cause du refus de l'ONU de réellement faire respecter ses propres principes. Vous savez, Israël devrait être immédiatement expulsé de l'ONU. Il ne devrait même pas être autorisé à en franchir le seuil, mais les voilà, protégés par les États-Unis, par la France et par le Royaume-Uni. Je pense donc qu'il y a une frustration croissante dans le Sud global face au fait que l'ONU est devenue, en somme, un autre outil utilisé par les impérialistes occidentaux pour tenter de contrôler le Sud global. Et vous savez, ils se sont discrédités eux-mêmes. L'un des points de vue sur le nouveau document NSS est que les États-Unis veulent se concentrer sur l'hémisphère occidental. Mais on voit toujours que la principale cible, le principal ennemi, reste la Chine. Et pourquoi cela? Pensent-ils vraiment pouvoir séparer la Russie de la Chine? Non. Eh bien, je suppose que je remets en question toute la pertinence d'un document de stratégie de sécurité nationale. Quels étaient les points clés de la stratégie de sécurité nationale de Biden, publiée en janvier 2023? Personne ne la cite, ne s'y réfère, ni ne dit « Hey, regardez ce qu'ils ont dit ici ». C'est la même chose avec celle de Trump, qui a été faite en 2017 ou 2018. Et si l'on remonte à ce qui a été fait sous Biden et à ce qui a été fait avant, je ne pense pas que ces documents soient particulièrement pertinents, si ce n'est qu'ils reflètent la pensée du moment. Mais cela ne se traduit pas nécessairement par un plan d'action. Ce n'est pas comme les Chinois qui font des plans quinquennaux, et bon sang, ils ont réellement des étapes, des responsables et des choses à accomplir en cours de route. Donc, ce n'est pas comme un plan quinquennal chinois. Le ton reflété dans ce document sur la sécurité nationale, comme vous l'avez dit, indique qu'ils vont se tourner de nouveau vers l'hémisphère occidental. Je n'étais pas au courant que nous l'avions jamais quitté. Nous avons toujours affirmé notre contrôle et notre domination à l'Ouest. Nous n'y avons simplement pas dépensé beaucoup d'argent ces derniers temps. Maintenant, nous sommes au large du Venezuela. Et encore une fois, cela ne tient pas debout. L'autre jour, ce pétrolier qui a été saisi au large du Venezuela. L'histoire disait qu'il transportait du pétrole d'Iran vers le Venezuela. Pourquoi? Le Venezuela a du pétrole. C'est comme dire, tu sais quoi, je vais monter avec mon camion jusqu'au Maine et au New Hampshire, le remplir de neige et emmener cette neige en Alaska. Parce que l'Alaska, quoi? Allons donc. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, et cela a été rapporté, et tout le monde s'est contenté de dire « Ouais !» Et je me dis quoi? Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. On ne va pas, vous savez, vendre de la neige aux Esquimaux, ils en ont déjà plein. On ne va pas non plus vendre du pétrole au Venezuela.
Mais cet effort des États-Unis pour essayer de provoquer une action militaire de Maduro afin que les États-Unis puissent justifier la destruction du pays ou tenter de décapiter la direction vénézuélienne. Nous avons vu cela l'autre jour avec les 2 avions de combat. Je ne suis pas sûr qu'il s'agissait de F-35 ou de F-16, mais ils ont survolé le golfe du Venezuela. Ils ont pénétré dans l'espace aérien vénézuélien. Et je pense que c'était fait délibérément pour voir si les Vénézuéliens allaient tirer des missiles de défense aérienne sur eux. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas mordu à l'hameçon. Donc vous savez, les États-Unis, enfin, les Vénézuéliens jusqu'à présent semblent suivre les conseils de Jésus. Ils continuent de tendre l'autre joue. Ils continuent de les gifler. Allez, frappe-moi, mec. Gifle-le. Allez, frappe-moi. Pourquoi? Parce que nous voulons pouvoir dire, tu vois, il m'a frappé, et j'ai dû répondre. C'est puéril. La présence des États-Unis au large, comme ça, coûte très cher aux États-Unis et met à rude épreuve leur capacité militaire. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles ce pétrolier a été attaqué, c'est que c'était en quelque sorte une mission d'entraînement pour les SEAL là-bas, histoire de leur donner quelque chose à faire. Sinon, ils restent simplement sur le pont de ces navires, essayant de courir, de rester en forme, mais au fond, ils sont sur un paquebot. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc plus ils restent là-bas, plus leur capacité à mener des opérations de combat se dégrade, se détériore. L'autre scénario était qu'il s'agissait de pétrole provenant d'Iran et du Venezuela à destination de Cuba. C'est possible, ça a du sens. Les Cubains en ont besoin. Mais pourquoi doivent-ils l'obtenir de l'Iran? Une combinaison de l'Iran et du Venezuela. Oui. Je veux dire, vous savez, le Venezuela pourrait l'envoyer de manière indépendante ou l'Iran pourrait l'envoyer de manière indépendante. Mais encore une fois, nous n'avons pas toute l'histoire sur ce qui se passait réellement. C'est pourquoi j'encourage tout le monde, quoi qu'on en dise, à toujours garder un regard sceptique, vous voyez. Oui. Tu sais ce que tu as mentionné à propos du Venezuela. Le Venezuela est un pays chrétien, Larry. Ils essayent de présenter le Venezuela comme un pays communiste. Tu sais, ils font ceci, ils font cela. Mais peut-être que beaucoup de gens, même parmi notre public, ne connaissent pas vraiment la réalité du Venezuela. C'est totalement différent. Chaque fois qu'ils veulent s'en prendre à quelqu'un, tu te souviens avec Poutine, avec Xi en Chine, ils disent la Chine communiste, le Poutine communiste, le Maduro communiste. Alors, qu'est-ce que ça veut encore dire? Par exemple, la Chine communiste. La Chine possède une capacité industrielle qui dépasse de loin celle des États-Unis. Elle a désormais pris la tête dans de nombreux domaines technologiques, notamment dans la production de robots et d'usines robotisées qui fabriquent des biens. Et elle a élevé le niveau de vie de plus d'1 milliard de Chinois. Ils sont instruits, ils sont pleinement alphabétisés en tant que société, contrairement aux États-Unis. Donc je ne suis plus sûr de ce que signifient ces étiquettes. Eh bien, c'est un gouvernement autoritaire. Mais regardez ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. Des choses qui portent atteinte aux libertés civiles, des choses que nous disons inscrites dans la Constitution. Toute cette idée selon laquelle il existait autrefois une frontière nette entre l'Occident libre et les méchants autoritaires, c'est un mensonge, c'est de la propagande, c'est du gaslighting. Larry, on observe des messages contradictoires lorsqu'on regarde les médias grand public en Occident. D'un côté, on voit Donald Trump déclarer, comme vous l'avez mentionné, que ce document identifie la Chine comme le principal ennemi des États-Unis. De l'autre, on voit le G5 émerger, avec la Chine faisant partie d'une nouvelle coalition.
Alors comment percevez-vous la stratégie des États-Unis dans leur relation avec la Chine, même dans l'hémisphère occidental? Je parle de l'Amérique latine et de l'Amérique du Nord. On ne voit pas beaucoup de politiques émanant des États-Unis qui résonnent réellement auprès des populations locales pour encourager la participation ou la coopération avec les États-Unis. Parce que, si l'on réfléchit à l'administration Trump, s'ils avaient été intelligents dans leur manière de se faire de nouveaux amis, disons ici en Amérique latine, ce n'est pas cette attitude-là qu'ils auraient adoptée. Ce n'est pas ainsi qu'on rallie les gens à sa cause. La pression s'exerce sur le Brésil. Les sanctions, les tarifs douaniers, peu importe comment on les appelle, l'ingérence visant à s'en prendre au président en exercice du Brésil au profit de l'ancien président. On observe la même chose au Venezuela. Cela ne va pas parler aux gens, dans aucun pays. Alors, y a-t-il une véritable stratégie à Washington, même sous l'administration Trump? On était censé avoir une meilleure administration sous Donald Trump, mais il ne semble plus que ce soit le cas. Oui, eh bien, l'emploi du mot stratégie m'amuse, parce que les États-Unis n'en ont pas vraiment une. Ils publient un document intitulé, vous savez, notre stratégie de sécurité nationale, mais il n'y a pas de stratégie évidente, à part comment affaiblir la Russie, comment affaiblir la Chine. Les États-Unis ne sont pas, et ce n'est pas seulement à propos de Trump, cela remonte à Biden. Avons-nous même un objectif ou un but concernant le type de monde que nous voulons créer? Vous savez, une stratégie devrait commencer par une vision de ce que l'on veut accomplir. Maintenant, si je dirigeais la stratégie, je commencerais par dire, d'accord, nous voulons un monde sans guerre. Nous voulons arrêter de tuer des gens. Nous voulons un monde où chaque enfant qui naît ait la possibilité de développer pleinement ses talents et ses capacités. Nous voulons créer un monde où il n'existe pas ce type de disparité de revenus, où l'on trouve, d'un côté, des personnes vivant dans une pauvreté extrême et de l'autre, un groupe très restreint qui contrôle la majeure partie des richesses mondiales. Alors, comment atteindre cet objectif? Que pouvons-nous faire? Et c'est là que ce que font la Russie et la Chine diffèrent tellement de l'Occident. Lorsque j'ai interviewé la légende du hockey, Vyacheslav Fetisov, il m'a dit que la chose la plus choquante pour lui, lorsqu'il a quitté l'Union soviétique en 1989, et que les autorités soviétiques lui ont permis de venir aux États-Unis pour jouer dans la Ligue nationale de hockey, c'était ce qu'il a vu ici. Parce que la NNH ne voulait pas recruter de Russes pendant longtemps, ils savaient qu'ils étaient d'excellents joueurs de hockey, mais ils l'appelaient Slava. Ce que Slava m'a dit, c'est que ce qui l'avait le plus choqué à l'Ouest, c'était qu'il ne jouait pas en équipe. Il n'y avait pas cette mentalité selon laquelle la seule façon de réussir, c'est de travailler tous ensemble. Au contraire, c'était très individualiste. Je peux avoir tant de tirs au but. Tout tournait autour de l'individu. Alors maintenant, on qualifie cela de pensée communiste. Eh bien non. En réalité, si vous dites « Hey, notre survie en tant que nation, en tant qu'être humain, dépend de la coopération, pas du conflit », c'est simplement du bon sens. Comment pouvons-nous trouver des moyens de nous entendre au lieu de... Eh bien, vous savez, une grande partie de ce que nous faisons, du moins en Occident, est dictée par des intérêts financiers qui créent parfois des problèmes afin d'en tirer profit. Je veux dire, soyons honnêtes. Le président Eisenhower l'avait déjà identifié il y a plus de 70 ans. Le danger du complexe militaro-industriel qui invente des menaces pour continuer à recevoir de l'argent afin de fabriquer des armes dont franchement nous n'avons pas besoin. Mais, bon sang, c'est une industrie énorme. C'est une industrie rentable. Et si nous arrêtons, c'est notre économie même qui est en danger.
Avant de conclure, Larry, comment vois-tu le nouveau document par rapport à l'Iran? Qu'est-ce que cela signifie pour l'Iran et sa politique étrangère? Et quel type de message cela envoie-t-il au gouvernement iranien? Comment l'as-tu interprété? Eh bien, cela repose sur l'hypothèse que les États-Unis ont anéanti la capacité nucléaire de l'Iran. Et je pense que vous savez, le document, la stratégie de sécurité nationale, ne reconnaît pas ce qui s'est réellement passé. L'Iran a réussi à survivre à la tentative israélienne de décapiter le gouvernement et la direction militaire. L'Iran a pu riposter efficacement avec des missiles contre lesquels ni Israël ni les États-Unis n'ont pu se défendre. Et à la suite de ce qui s'est passé en juin de cette année, l'Iran entretient désormais une relation et une collaboration plus étroite avec la Russie et la Chine, sur les plans politiques, économiques et militaires. Ils coopèrent et se coordonnent donc plus étroitement qu'avant le 13 juin. Et l'importance de cela, c'est que si l'on remonte à 10 ans, lorsque le JCPOA était initialement en cours de négociation, la Russie et la Chine avaient toutes deux accepté, à l'époque, que des sanctions puissent être imposées à l'Iran. Aujourd'hui, lorsque les Européens ont insisté sur le rétablissement automatique des sanctions, la Russie et la Chine ont toutes deux dit non. Nous n'allons pas suivre cette voie. C'est illégal, c'est injuste, et nous allons continuer à commercer avec l'Iran. Ainsi, l'Iran dispose désormais d'une voie pour se libérer de ces sanctions. La stratégie de sécurité nationale, ce soi-disant document stratégique, n'aborde pas vraiment cette question, et ils ne comprennent certainement pas les implications de la coopération étroite de l'Iran avec la Russie et la Chine. Larry, avant de conclure, un membre du public a une question pour vous à propos de l'Europe. Pouvez-vous la lire? Voyons voir. Une version inédite de l'intervention des États-Unis aux États-Unis, forçant le retrait de la Pologne, de la Hongrie et de l'Australie de l'UPLO. Oui, je ne comprends pas ce qu'il veut dire par retrait de l'UNBFOR. Je veux dire, parle-t-il de leur retrait de l'OTAN? Parce qu'il veut peut-être dire, tu sais, qu'il parle de l'OTAN. C'est l'impression que j'ai. Mais ce n'est pas évident. Eh bien, vous savez, souvenez-vous de Joe Biden parlant de l'unité de l'OTAN. Bon, nous sommes tous ensemble dans cette affaire. Niet. Non, ce n'est pas le cas. Vous avez Orbán, Fico en Slovaquie, et maintenant l'Autriche qui exprime davantage d'indépendance. Je pense d'ailleurs que la République tchèque aussi. Donc, l'OTAN ne présente pas un front uni. Même la Pologne est divisée en interne. Le président polonais, Duda, a une position diamétralement opposée à celle du Premier ministre, Donald Tusk. Donc vous voyez, l'OTAN est tout sauf unie. Et l'UNOLAR n'a pas de capacité militaire. Donc pour l'OTAN, compter sur une telle division est problématique. Oui, merci beaucoup Larry d'être avec nous aujourd'hui. Eh bien, je suis fan. Merci pour cela, comme le dit le juge Napolitano. Merci d'avoir adapté votre emploi du temps au mien. Très bien, soyez sages, on se voit lundi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.